Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre de ce chapitre de SES de première sur la déviance. Dans les premières vidéos, nous avons défini de façon assez approfondie ce qu'était la déviance. Et nous avons justement dans ces vidéos présenté la déviance comme une notion interdépendante du contrôle social. Que finalement, le contrôle social, pour assurer l'unité du groupe, pouvait produire de la déviance en considérant des comportements qui jusque-là étaient considérés comme conformes, comme acceptables par la société, comme des comportements déviants. Par conséquent, pour comprendre quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance, qui est le titre officiel du chapitre, on ne peut pas juste se concentrer sur des théories qui s'intéressent uniquement aux personnes qui ont des comportements déviants, comme on l'a fait dans la vidéo précédente. Il faut aussi prendre en compte l'ensemble de la société qui, justement, désigne certains comportements considérés comme déviants. Et c'est ce qu'on va faire dans le cadre de cette vidéo. Il convient alors de parler de la théorie de l'étiquetage. En effet, cette théorie, mise en avant par des sociologues américains tels que Howard Baker ou Erving Goffman, insiste sur le fait que les comportements déviants ne le sont pas en fonction de leur nature de façon absolue, de leurs caractéristiques de façon objective, mais que ce qui compte, c'est avant tout la réaction de la société qui va pointer certains comportements dans certaines situations de la part de certaines personnes comme déviants, alors que les mêmes comportements dans une autre situation de la part d'une autre personne ne vont pas être considérés comme déviants. Ainsi, des comportements peuvent sembler ne pas respecter de façon objective les normes de la société ou d'un groupe social, mais malgré tout ne pas provoquer de réaction de la part de la société qui amène à considérer ces comportements comme déviants. Cela va dépendre notamment des caractéristiques des individus à l'origine de ces comportements déviants, et cela peut notamment être utile pour analyser tout ce qu'on appelle la délinquance en col blanc, c'est-à-dire les formes de délinquance réalisées par des personnes appartenant au milieu favorisé et qui justement, du fait des ressources qu'elles possèdent, vont avoir les moyens finalement d'être protégées et qu'on ne considère pas réellement leur comportement comme des comportements déviants. La théorie de l'étiquetage considère donc que ce qui compte, ce n'est pas vraiment la nature objective des comportements, mais c'est avant tout la réaction de la société et la façon dont ces comportements sont considérés par la société. Cela permet alors de détourner l'attention sur les personnes considérées comme déviantes et s'intéresser plutôt à la société et à la construction des normes, de montrer que ces normes peuvent évoluer et que la construction des normes est en réalité un processus social. Un processus notamment réalisé par ce qu'on va appeler des entrepreneurs de morale, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir différents intérêts, différentes motivations pour mettre en avant et faire établir par l'ensemble de la société de nouvelles normes. Puisque la construction des normes est un processus social, ce n'est pas quelque chose qui apparaît de façon naturelle, objective, spontanée. Cela dépend en réalité de la mobilisation de différents acteurs, ceux qu'on appelle donc les entrepreneurs de morale, qui vont chercher à travers la promotion de ces normes à défendre leurs idées ou leurs intérêts symboliques ou matériels. Évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes idéaux, les mêmes valeurs, les mêmes intérêts que ces groupes mobilisés, et il peut y avoir du coup des conflits sur la définition des normes pour dire que est-ce qu'on doit considérer tel comportement comme un comportement déviant ou au contraire on doit le considérer comme un comportement acceptable, conforme à la société. Des mouvements sociaux peuvent ainsi se mobiliser pour remettre en question la définition des normes de la société et faire accepter par la société certains comportements. Ou au contraire, amener à une condamnation de la part de la société d'autres comportements. La question, par exemple, du mouvement féministe ou des mouvements queer, de la lutte contre la transphobie ou au contraire des mesures qui sont prises qui peuvent être qualifiées de transphobes montrent à quel point est-ce que justement la construction des normes est un processus qui n'est pas automatique, qui n'est pas évident et qui peut donner lieu à certains conflits. Comme je l'ai dit, la théorie de l'étiquetage permet d'expliquer
que certains comportements qui objectivement sont contraires aux normes de la société ne provoquent pas vraiment de réaction de la part de la société et ne soient pas considérés comme déviants. Mais le pendant de ces phénomènes, c'est que vous allez avoir à l'inverse des situations où il n'y a pas de comportement objectivement déviant, objectivement contraire aux normes de la société, mais malgré tout des personnes qui vont être considérées comme déviantes. On va notamment dans ce genre de situation parler de stigmatisation. On peut ainsi définir la stigmatisation comme le processus qui consiste à considérer une personne ou un groupe comme déviant et à le mettre à l'écart de la société. Je répète, la stigmatisation est le processus qui consiste à considérer une personne ou un groupe comme déviant et à le mettre à l'écart de la société. En gros, la stigmatisation consiste avant tout à associer certaines caractéristiques des individus, notamment liées à leur apparence, leur couleur de peau, leur look vestimentaire, etc., comme étant finalement le révélateur, le témoignage d'une forme de déviance et de comportement déviant. Et de considérer donc automatiquement que dès qu'une personne a une de ces caractéristiques, elle va être exclue, elle va être stigmatisée parce qu'elle aurait par nature des comportements déviants. Pour prendre un exemple ludique de science-fiction, on peut considérer que dans l'univers Marvel des X-Men, certaines mutations sont apparentes et peuvent donner lieu à des questions, à des problèmes de stigmatisation. C'est notamment le cas de la peau bleue de certains mutants ou certaines mutantes. Et alors se pose la question, est-ce que pour être intégré dans la société, il ne faudrait pas dissimuler ce stigmate, comme peut le faire par exemple une mutante comme Mystique, qui peut changer son apparence? En effet, le processus de stigmatisation peut avoir différentes conséquences et peut notamment participer à la constitution d'une carrière déviante. Une carrière déviante, en gros, c'est le processus qui amène certains individus à répéter de façon régulière des comportements déviants et en gros à s'enfoncer dans la déviance. La carrière déviante, en gros, c'est le processus qui explique comment est-ce qu'on peut passer d'un comportement déviant réalisé de façon ponctuelle à un comportement déviant réalisé de façon répétée et régulière. En effet, différentes circonstances peuvent amener un individu à réaliser un comportement déviant de façon ponctuelle, mais cela ne signifie pas automatiquement que ce comportement va être répété de façon régulière et que cela va donner lieu donc à une carrière déviante. Cela peut arriver notamment si l'individu est stigmatisé et rencontre des problèmes d'intégration, mais aussi s'il apprécie le comportement déviant et qu'il cherche à le répéter. Ces deux situations peuvent l'amener à rejoindre un groupe déviant. Il faut d'ailleurs noter que la question de la stigmatisation n'a pas besoin qu'il y ait en réalité un comportement déviant ponctuel à l'origine pour qu'un individu qui a du mal à être intégré dans la société soit amené à rejoindre un groupe déviant où on valorise les comportements considérés comme déviants par le reste de la société et où donc les individus qui ne sont pas bien intégrés dans le reste de la société pourront se sentir intégrés et valorisés. Or, dans ces groupes, où non seulement on va valoriser les comportements déviants, ce qui va amener les individus finalement à les répéter de façon régulière pour en fait simplement respecter la socialisation de ces groupes et les normes de ces groupes, mais on va aussi observer entre les différents membres de ce groupe des échanges, ce qui va les amener à perfectionner leur comportement déviant. Vous l'aurez compris, il ne suffit pas qu'il y ait un comportement déviant pour qu'il y ait automatiquement création d'une carrière déviante. D'ailleurs, une carrière déviante est un processus qui peut donc se faire plus ou moins rapidement, qui peut être interrompu, qui peut être inversé, notamment si les individus se sentent mieux intégrés dans la société suite à l'obtention d'un emploi stable, à la constitution d'une famille, etc. Mais il ne suffit même pas qu'il y ait stigmatisation pour qu'il y ait carrière déviante. En réalité, la constitution d'une carrière déviante n'est qu'une réaction possible face à un processus de stigmatisation. Et cela est bien illustré dans la première trilogie des films X-Men des années 2000 et notamment du coup dans l'aboutissement de cette trilogie, le film X-Men, l'affrontement final de 2006. Quand on suit dans les 3 films X-Men de cette trilogie, le parcours de 3 mutantes et mutants, Malicia, Iceberg et Pyro, on se rend compte que ces 3
personnes réagissent de façon différente à la stigmatisation qu'elles peuvent éprouver en tant que personnes mutantes. Vous avez Pyro qui va en effet entrer dans un processus de carrière déviante, rejoindre un groupe de méchants mutants et essayer justement de s'attaquer à la société. Vous allez avoir une mutante comme Malicia qui va chercher à invisibiliser le stigmate, à faire en sorte que finalement son stigmate n'apparaisse plus, qu'elle ne soit plus considérée comme déviante par la société simplement parce que elle n'est pas stigmatisée. En l'occurrence, concrètement pour elle, ça va passer par le fait de prendre un vaccin pour faire disparaître sa mutation. Désolé des spoilers. Mais de façon plus concrète, dans la société, ça peut justement essayer de dire notamment pour une femme en politique, d'essayer de plutôt avoir des comportements masculins et de ne pas mettre en avant sa féminité. Dans cette perspective, la carrière déviante, ce serait faire partir d'un groupe féministe qui cherche à attaquer les institutions politiques et à remettre en cause le fonctionnement de ces institutions de l'extérieur. Vous avez enfin une troisième réaction possible, illustrée par donc le mutant Iceberg, Bobby Drake, dans cette trilogie, qui consiste à inverser le stigmate. C'est-à-dire on assume son stigmate, mais on essaye de lutter contre les connotations négatives associées à cette particularité. Donc en l'occurrence, on assume sa mutation, mais on essaye de montrer que ce stigmate, cette mutation, peut être quelque chose de positif. Et si je reprends la question des femmes en politique, inverser le stigmate, ça consistera à montrer que la féminité peut être associée à des qualités, des aspects positifs dans le domaine politique, qu'elle peut être associée à d'autres façons de gouverner qui peuvent être positives. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et de façon plus générale pour ce chapitre. J'espère que tout a été clair et que vous avez notamment compris à quel point la déviance et le contrôle social sont des notions interdépendantes et qu'on ne peut pas se considérer que la déviance est une question qui concerne uniquement les personnes qui ont des comportements déviants, qu'en réalité, à chaque fois qu'il y a un comportement qui est considéré comme déviant, il faut aussi s'interroger sur qui considère ce comportement comme déviant, qu'est-ce que ça signifie sur les valeurs de ces personnes et la position qu'il ou elle cherche à affirmer. J'espère aussi, accessoirement, ne pas vous avoir spoilé sur les films X-Men qui datent quand même maintenant d'une vingtaine d'années quasiment. Je vous souhaite donc une bonne journée et à bientôt.